L'athlète dort beaucoup, prend des repas toujours abondants, observe des périodes réglées de mouvement et de repos, de manière à grossir et à conserver sa forme, le moindre manquement, la moindre transgression du régime pouvant tout compromettre. On croirait entendre un préparateur physique du XXIe siècle tout ce qu'il y a de plus strict, et pourtant cette citation nous vient du philosophe Plutarque qui a vécu il y a déjà 2000 ans. Rien d'étonnant à cela puisque comme nous l'avons vu précédemment, les Grecs ont connu très tôt dans leur histoire un immense champion qui aura posé les bases de la préparation physique et de la musculation moderne, Milon de Crotone. Sportif le plus titré de l'histoire, son entraînement était intense, sa diététique calculée et son repos des plus sérieux. Du coup la question que tout le monde se pose c'est à quoi pouvait bien ressembler ce septuple champion olympique? En vérité, on n'est sûr de rien. Sur Instagram ou Facebook, c'était tout de suite plus compliqué d'avoir des photos de quelqu'un, mais heureusement pour nous, la sculpture existait déjà. Une des statues les plus célèbres de Milon était d'ailleurs exposée au terme de Xeusippe, dont les ruines sont aujourd'hui visitables dans l'actuel Istanbul. Elle y côtoyait celles de souverains, de philosophes, de divinités et autres héros mythologiques dans ce qui faisait office de galerie des plus grands hommes de l'Antiquité. Malheureusement pour nous, la dite sculpture n'a pas résisté au passage du temps puisqu'elle fut détruite avec toutes les autres lors d'une révolte contre l'empereur Justinien en 532 après Jésus-Christ. Mais si je vous en parle maintenant, c'est qu'il y a quand même un intérêt puisque Christodoros aura eu tout le temps de décrire la statue en ces mots. Sa barbe était longue et touffue, ses traits lancés, comme des javelots, une terreur guerrière. Les boucles de sa tête se hérissaient. Sur ses membres drus, les muscles se gonflaient, tendus et solides. Ses mains étaient jointes et ses deux bras puissants se contractaient, semblables à deux roches. Une nuque épaisse surmontait son dos vigoureux, se dressant autour du large conduit de son cou flexible. Tout porte à croire qu'on nous décrit ici un Milon en train de réaliser un most musculaire, célèbre pose de culturisme, ce qui nous laisse un petit aperçu de son physique. Et inutile de dire que dans une position pareille, si on n'a pas le minimum syndical en termes de masse et de définition, on a juste l'air d'un type constipé. Je vous laisse en tirer vos conclusions pour Milon. Une source à elle seule ne valant pas grand chose, on peut également citer la célèbre statue de l'Altis dont on avait parlé l'autre jour. Sans aller dans une description aussi détaillée que celle de Christodoros, les Grecs l'auront longtemps louée pour ses proportions et pour la beauté du corps qu'elle représentait. Elle fut d'ailleurs érigée par Démocrite en tant que norme positive corporelle, c'est-à-dire comme idéal physique, ce qui corroborait de nombreux témoignages qui vantaient tantôt le nombre de veines qu'il affichait, tantôt la musculature impressionnante de son buste. Bien sûr, certains d'entre vous diront que se baser sur des statues pour estimer le physique de Milon est ridicule, étant donné que c'était un peu le Photoshop de l'époque. Je suis presque d'accord. Seulement, il ne faudrait pas oublier qu'à cette époque, la valeur d'un athlète n'était pas seulement déterminée par ses qualités sportives, mais dépendait également de son physique. Et oui, à une époque où les compétitions s'effectuaient entièrement nues, la vue du corps faisait partie intégrante du spectacle. On peut d'ailleurs citer Pindare qui déclarait à propos du célèbre lutteur Alcimédon que si sa beauté a excité l'admiration, ses exploits n'ont pas démenti cette beauté. Coïncidence ou non, on relèvera par ailleurs qu'à l'époque de notre champion, la beauté athlétique était souvent associée à la force, alors même qu'on pourrait s'attendre à l'inverse puisque les sportifs lourds étaient voués à prendre de la masse, et donc du gras, s'éloignant ainsi des canons esthétiques décrits par Polyclète. À savoir, un physique équilibré, musclé sans aller dans l'excès, le tout ni trop gras ni trop sec. Cela dit, si on veut se faire une idée un peu plus objective de ce à quoi ressemblait vraiment Milon, le mieux à faire reste d'aller voir du côté des peintures sur vase, lesquelles sont reconnues par les spécialistes comme étant relativement réalistes. On remarque alors de fortes différences entre les coureurs, représentés de façon élancée, les pentathlètes, musclés et secs, et les lourds, massifs et épais. Ces derniers sont généralement dotés d'un tour de taille important, de fesses hautes avec creux latéral, d'un haut du corps massif, le tout avec des membres inférieurs et supérieurs musclés et découpés. Finalement, si ce n'est un gros volume ventral par rapport aux autres sportifs, les lourds n'avaient pas l'air si gras que ça, ce qui d'ailleurs s'accorde assez bien avec la description que nous aura laissé Christodoros, même si les statues étaient, on le sait, un petit peu idéalisées. Ce qui n'enlève rien à leur fiabilité. Car même si avec la suralimentation on est sûr qu'ils prenaient du poids, rien n'indique qu'ils faisaient beaucoup de gras compte tenu de l'intensité de leur séance et du nombre de calories qu'ils devaient brûler. Milon étant le plus illustre d'entre eux, son physique devait en toute logique ressembler à ceux qu'on peut observer sur les vases. Et juste histoire d'avoir un visuel, certains historiens estiment que la carrure des lutteurs grecs pourrait facilement être comparée à celle des pratiquants de lutte sénégalaises actuelles, lesquels sont très massifs, très musclés, et relativement gras sans non plus être obèses. Après je dis pas, c'est sûr qu'à force de passer sa vie sur Insta à mater des sportifs dopés et photoshopés, certains pourraient penser que ces messieurs sont juste des boules de flanc. Pas sûr qu'ils tiendraient le même discours face aux intéressés, mais si c'est le cas ça m'intéresse, alors gardez-moi une place. Non mais... non, arrête, c'était pour te... Quoi qu'il en soit, Milon était doté d'un palmarès phénoménal et d'un physique véritablement hors norme.
Bien qu'il fût prédisposé au sport, cette réussite est surtout due à un authentique mental de battant, puisqu'il était connu pour repousser inlassablement ses limites, même lorsqu'il était au sommet de son art. Si cette attitude insatiable aura façonné sa légende, elle aura également été à l'origine de sa seule et unique défaite officielle. Nous étions en 512 avant Jésus-Christ. Milon s'apprêtait alors à participer à ses dernières Olympiades, âgé de 41 ans. Comme d'habitude, il remporta sans grande difficulté le titre en lutte. Mais cette fois, hors de question de s'arrêter là. C'était le moment ou jamais de s'inscrire dans les pas d'Hercule, lequel avait remporté le même jour la victoire olympique en lutte et en pancrace. Arrivé en finale dans ce sport qui n'était pas le sien, Milon se retrouva face à un jeune pancratiaste nommé Timacithéos. La situation avait vraiment des airs de David contre Goliath, et bien conscient d'être incapable de rivaliser avec son adversaire en combat rapproché, le jeune athlète parvint cependant à déjouer tous les pronostics et réussit à vaincre Milon par l'usure, profitant de sa jeunesse et de son allonge pour rester à distance et affaiblir le colosse par un pugilat fuyant et méthodique. Contre toute attente, c'est donc par une défaite bien cruelle que Milon scella sa dernière apparition dans l'enceinte olympique, restant néanmoins invaincu dans son sport de prédilection, la lutte. Float like a butterfly, sting like a bee. Ça parlera peut-être à certains. Profitons-en pour souligner l'âge assez tardif auquel Milon aura raccroché les gants, puisqu'à l'exception de certains athlètes comme Hipposthénès de Sparte ou encore Agathos le chameau, très peu pratiqués après la quarantaine au plus haut niveau. Même si on trouve parfois quelques représentations d'athlètes âgés, comme c'est le cas avec la célèbre statue du boxeur au repos. Pour en revenir à Milon, après toute une vie passée dans le sport, beaucoup de penseurs à l'instar de Cicéron ont pu imaginer qu'il soit par la suite devenu entraîneur à Crotone, au sein d'un gymnase où il était encore et toujours considéré comme l'enfant prodige. Une fin de carrière à la Rocky, et pourtant c'est plus à la manière de Rambo que Milon le retraité aura marqué les esprits, puisqu'il aura atteint une place très importante dans l'échiquier politique de sa cité, jusqu'à obtenir de hautes fonctions militaires. Il se retrouva notamment propulsé au commandement des armées de Crotone lors de la guerre qu'il opposa à Sybaris, une cité voisine qui restera dans les mémoires comme étant l'antithèse de la patrie de Milon, à savoir une ville animée par le vice, la luxure, le plaisir gastronomique et la sédentarité. Avant de discuter de l'issue des combats, sachez que dans de pareils conflits intercités, il est arrivé plusieurs fois que des divinités, liées de près ou de loin à l'un des belligérants, apparaissent sur le champ de bataille. Ne vous en faites pas, je ne suis pas en train de dévier vers la mythologie, c'est bien l'histoire, et ça Milon l'aura prouvé lors de la bataille qui marqua la fin des affrontements, un an après le début des hostilités. Souvenez-vous, Crotone fut selon la légende fondée par le demi-dieu Hercule en personne, lequel était par conséquent perçu comme l'un des protecteurs de la cité. Que l'idée vienne des autorités ou de Milon lui-même, nous n'en savons rien, toujours est-il que ce dernier a mené l'armée crotoniate habillée et équipée comme Hercule, c'est-à-dire vêtue d'une peau de lion et armée d'une énorme massue. Lors de la bataille finale, Sybaris comptait 300 000 hommes, tandis que Crotone en alignait seulement le tiers, et on comprend alors toute l'importance de cette mise en scène. Imaginez-vous à la place d'un hoplite crotoniate chargeant au combat aux côtés d'Hercule en personne. Difficile de faire plus galvanisant, et à l'inverse, si on change de point de vue, je pense que voir le fils de Zeus ruer vers soi en hurlant n'est pas bien rassurant. Dans le feu de l'action, nul doute que de nombreux guerriers n'y ont vu que du feu et ont vite cédé à la panique, d'autant que Milon était armé d'une énorme masse, chose assez inhabituelle sur les champs de bataille puisque c'était pas le premier pécor venu qui avait la force nécessaire pour l'utiliser correctement. Cette tactique de l'épouvante par évocation du divin aura prouvé toute son efficacité puisque l'armée de Milon mit en déroute ses adversaires à 1 contre 3. Hercule ayant une réputation de grand chef militaire et notamment de preneur de cité, rien d'étonnant à ce que Sybaris ait été rayé de la carte. Même si en cherchant bien, on retrouve encore quelques cailloux par-ci par-là. Ce haut fait valut à Milon de voir sa force célébrée de plus belle à travers toute la Grèce, et ce en dehors même des enceintes sportives puisqu'il se murmurait que c'était par sa force sans égale qu'il provoqua les premiers mouvements de fuite parmi les Sybarites. Ce qui à la base était une victoire collective fut donc présenté par les historiens comme un exploit quasiment individuel de Milon. Diodore expliqua notamment dans son récit de bataille que Milon, aussi brave guerrier qu'athlète, s'avança le premier au combat, ceint des couronnes olympiques et portant les attributs d'Héraclès, la peau de lion et la massue. Décidément, cet homme avait la classe dans tout ce qu'il faisait, et en plus il était efficace, si bien qu'aussitôt la guerre gagnée, il retourna à la cité pour se concentrer sur ses fonctions politiques et religieuses. Ouais, religieuses. De ces dernières, je ne vais pas vous mentir, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que d'après Philostrate, Milon officiait en tant que prêtre au sein du plus important culte de Crotone, celui d'Héra. Désolé, j'ai pas pu résister. Mais enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que la compagne de Zeus étant extrêmement liée à Hercule, dont le nom signifie à la gloire d'Héra, l'importance de son culte à Crotone ne surprend personne.
Cela dit, on ne rentrera pas trop dans les détails puisqu'on reviendra dessus dans une future vidéo dédiée au fils de Zeus. Un peu de patience. En tout cas, la prêtrise était une activité très prenante, et il y a fort à parier que Milon n'a pu l'exercer qu'à la toute fin de sa carrière, à l'inverse de la politique dans laquelle il baignait depuis près de 20 ans. En effet, Milon entra très rapidement chez les pythagoriciens, peu après sa première victoire olympique. Pythagore se serait déplacé au gymnase de Crotone afin de rencontrer des recrues potentielles parmi les jeunes hommes de la cité, et Milon était déjà une recrue de choix tant il était populaire et charismatique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la sauce a bien pris entre les deux hommes, puisqu'ils devinrent maître et élève, avant d'entamer quelques années plus tard une relation un peu plus personnelle, puisque Milon prit pour épouse la fille de Pythagore, Mia, avec laquelle il eut 2 enfants. Si leur mariage était réputé d'amour, il marquait aussi et surtout l'importante ascension sociale de Milon, lequel venait de s'unir à une famille très prestigieuse, très riche, avec en prime un beau-père qui était lui-même un ancien champion olympique. Autant dire que pour notre lutteur, c'était la situation rêvée. Situation qui aura d'ailleurs apporté son lot de surprises. Elle-même figure très respectée des pythagoriciens, Mia se fit une drôle de réputation puisqu'il se disait qu'elle pouvait priver son mari de sa force à l'aide des sentiments. Selon la légende, elle était notamment capable de lui ouvrir la main là où personne d'autre ne pouvait y arriver. On se doute bien que Milon se laissait faire, n'empêche qu'aux yeux des anciens, cette histoire devint une véritable fable pour démontrer combien l'amour peut être puissant. C'est beau. Milon avait donc un petit quelque chose de romantique au sein d'une société extrêmement patriarcale, dans laquelle les pythagoriciens faisaient office d'exception puisqu'il s'imposait un devoir de fidélité réciproque entre les époux. Chose assez rare pour être soulignée. Mais même sans ça, nul doute que Milon aurait su gérer sa vie sexuelle avec précaution puisqu'on pensait à l'époque que les rapports affaiblissaient les hommes, d'où l'idée encore présente de nos jours de l'abstinence chez les athlètes. À part Pline qui disait que l'amour revigore les athlètes alourdis, tous les autres liaient la privation sexuelle à la performance. On peut citer Arrêté de Cappadoce pour qui, si un homme a de la semence, il sera féroce, courageux et physiquement aussi puissant qu'une bête. Pythagore était indirectement l'un des défenseurs de ce principe puisqu'il développait à travers sa philosophie une position de contrôle des plaisirs et de la sexualité. En fin de saison sportive, j'en connais une qui devait pas s'ennuyer. Quoi qu'il en soit, après avoir gravi les échelons pythagoriciens très rapidement, Milon se vit rapidement confier une partie de l'organisation du groupe dont il devint un véritable pilier. Et c'est vraiment le cas de le dire, car comme le rapporte Strabon, un jour, tandis que les philosophes prenaient leur repas en commun, l'une des colonnes de la salle étant venue à fléchir, Milon se mit à sa place et parvint non seulement à sauver la vie de tous ses compagnons, mais encore à s'esquiver lui-même. Même s'il a été exagéré, cet épisode fort de la vie de Milon nous donne quelques éléments de réponse quant aux infléchissements de Pythagore pour la diététique carnée et les athlètes. Car s'il prenait d'abord un végétarisme très strict, le philosophe était également contre la compétition, laquelle supposait, en plus d'un gagnant, de nombreux perdants, chose contraire à l'idéal d'amitié qu'il souhaitait promouvoir à travers sa philosophie. Pourtant, ce jour-là, c'était bien la force athlétique qui se mit au service du collectif et qui sauva de nombreuses vies, chose qui influa sans doute Pythagore quant à ses prises de position futures. Malheureusement, rien n'est éternel et on a beau être l'homme le plus fort du monde, il y aura toujours un adversaire contre lequel on ne peut rien, la mort. Celle de Milon, qui a approximativement eu lieu autour de 509 avant Jésus-Christ, soit vers ses 44 ans, aura fait couler beaucoup d'encre et aura inspiré de nombreux artistes, qu'ils soient sculpteurs comme Pierre Puget, ou encore peintres à l'image de Pietro della Valle. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous tapez Milon de Crotone sur YouTube, tout ce que vous aurez à part mes vidéos, ce sera des trucs sur sa mort. Il y a largement de quoi faire à ce sujet, mais histoire de faire les choses proprement, on va commencer par écouter Strabon. Sûr comme il l'était de sa force, on rapporte qu'il cheminait un jour à travers une épaisse forêt et qu'il s'était écarté considérablement de la route quand il avisa un grand tronc d'arbre dans lequel étaient enfoncés des coins de bûcherons. Il introduisit dans la fente les mains puis les pieds et il fit appel à toutes ses forces pour fendre le tronc en deux. Mais il ne put faire plus que l'ouvrir assez pour que les coins s'en échappassent, les deux parties du tronc brusquement refermées, il fut pris au piège et dévoré par des bêtes. Faut le dire, c'est plutôt idiot et beaucoup de récits anciens concordent dessus, même s'ils ne sont pas tous d'accord sur le type d'arbre concerné ou sur les animaux qui sont passés à table, lesquels étaient très probablement des loups puisqu'ils sévissaient en nombre près de Crotone. On dirait des loups. C'est pas Dieu possible, c'est des loups. Comme il n'y a pas eu de témoin direct, le plus probable reste que Milon se soit fait surprendre par des bêtes et se soit réfugié dans un arbre avant d'y être pris au piège. Son corps ayant été retrouvé plus tard, l'imagination des hommes aura fait le reste. Ça, c'est la version connue, mais est-ce que vous étiez au courant qu'il existe une autre hypothèse bien plus probable quant à sa disparition? De nombreuses sources, qu'elles nous viennent de Diogène, de Porphyre, de Plutarque ou encore de Justin, affirment en effet qu'un terrible incendie aurait eu lieu dans la demeure de Milon, alors même que Crotone sombrait dans la guerre civile.
Un groupe d'opposants aux pythagoriciens aurait en effet profité d'une énième réunion chez l'athlète pour incendier la demeure, causant la mort de 40 personnes. On ne dénombra qu'une petite poignée de survivants assez peu connus, et beaucoup d'historiens pensent que c'est dans cet acte criminel et politique que Milon trouva la mort aux côtés de son beau-père et mentor, Pythagore. De quoi imaginer notre champion lutter jusqu'au bout contre l'incendie avant de suffoquer et d'être enseveli par l'effondrement. Cette version est bien plus crédible que la précédente et ce pour une raison très simple. Quand une source de lumière brille trop, elle attire les mouches et celles-ci doivent attendre qu'elles s'éteignent pour pouvoir s'y poser sans se brûler les pattes. C'est exactement ce qui s'est passé avec Milon puisque de son vivant ses détracteurs avaient bien du mal à trouver matière et devaient aller jusqu'au tréfonds de sa vie privée pour l'accuser notamment d'être soumis à sa femme. Mensonge, diffamation, fausse interprétation, appelez ça comme vous voulez, toujours est-il qu'une fois disparu, rien de mieux que d'établir une fable pour le discréditer. Certains critiques, à l'image de Gallian, sautèrent sur l'occasion pour dénoncer l'excès de folie de Milon, qualifiant son trépas de pitoyable. Sa mort aura alors été détournée afin de symboliser les failles du domaine athlétique et son obsession pour la force, alors jugée malsaine. Avec le déclin progressif du sport gréco-romain, on remarquera que les penseurs impériaux deviendront encore plus critiques, Vitruve considérant notamment que l'invincibilité de Milon était inutile à l'humanité, là où les leçons de Pythagore, Platon ou Aristote produisirent pour toutes les nations des fruits nouveaux et éclatants. Milon servit donc à affirmer la primauté de l'intellect sur le physique, ce qui est plutôt ironique lorsqu'on sait que lui-même était amateur de philosophie et d'art. Mais bon, la jalousie c'est rarement objectif. Toujours dans le même registre, beaucoup d'auteurs se moquèrent à travers Milon de l'obsolescence du physique face à l'intellect, lequel était réputé mieux résister au temps lorsqu'il n'en tirait pas parti. Ovide dit notamment de Milon qu'un jour il pleura en voyant ses bras, eux qui étaient comparables à ceux d'Hercule tant leur masse musculaire était dense, pendre, inutile et flasque. Là encore on est dans le fantasme puisque Milon n'aura pas vraiment eu le temps de vieillir le pauvre. Il est mort 4 ans après son dernier titre. On raconta également qu'il fut vaincu par le bouvier Titormos dans un concours de soulevé de pierre, démontrant ainsi l'infériorité du muscle acquis au gymnase face à celui issu du labeur. En fait, c'était la première accusation de gonflette, un peu comme quand on compare aujourd'hui les faux muscles du powerlifter avec les vrais muscles du maçon ou du bûcheron. Le syndrome Rocky IV, sauf que bien entendu, le Titormos en question n'a vraisemblablement pas vécu à la même époque que Milon. Dommage, c'était bien tenté. Mais finalement, et malgré leurs efforts, ces quelques critiques font bien pâle figure face aux myriades d'hommages qu'a reçu Milon après sa mort. Qualifié par Eustate de Thessalonique comme étant l'athlète le plus fort et le plus célèbre du monde, il continua d'être considéré comme le sportif le plus puissant de tous les temps 9 siècles plus tard lorsqu'il fut évoqué par Basile. Si avec la chute de Rome son nom sera un temps mis de côté, il ne sera jamais oublié puisqu'à la Renaissance son trône sera rendu au roi à travers la redécouverte d'auteurs antiques comme Jean Stobé, lequel avait fait de Milon l'idéal masculin grâce à ses deux caractéristiques principales, la force et la virilité. Par la suite, que ce soit sous les plumes de Victor Hugo ou de Shakespeare, sous les pinceaux de Pordenone et de Meunier, ou sous les coups de couteau de Puget et de Falconet, l'ancien champion aura su conquérir toute la sphère artistique de l'époque moderne, plus de 2000 ans après sa mort. Son aura perdurera encore pour les siècles à venir et Milon deviendra le symbole des Jeux Olympiques parisiens de 1924 dont il ornera le timbre, tandis qu'il donnera son nom à une boisson chocolatée encore commercialisée de nos jours dans certains pays. Aujourd'hui, tandis que la mode du fitness continue de progresser, il me paraissait important de rendre à Milon ce qui est à Milon. Et je tiens vraiment à tous vous remercier car en regardant ces deux vidéos, vous m'avez aidé dans cet objectif. Pour aller encore plus loin, je vous encourage à partager massivement cette vidéo afin que toutes et tous nous puissions nous souvenir de celui qui fut et qui restera sans doute le plus grand athlète de toute l'histoire, père de la musculation et du sport moderne, Milon de Crotone. Au prochain épisode d'Histoire musclée, nous reprendrons notre traversée à travers les siècles pour voir comment et dans quelle mesure gueux, clercs et seigneurs entretenaient leur musculature. Et j'aurai plein de choses à vous raconter, alors abonnez-vous! En attendant, j'espère que vous avez pu apprendre des choses intéressantes et une nouvelle fois je vous recommande la lecture de Milon de Crotone ou l'invention du sport par Jean-Manuel Roubineau. Idem, un grand merci à Guillaume pour ses magnifiques illustrations et n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait parce que c'est vraiment très qualitatif. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, d'ici là entraînez-vous bien, prenez soin de vous et des bisous.